Bonjour! Alors aujourd'hui, nous démarrons un nouveau chapitre intitulé La dynamique des paysages. Puisque, en effet, l'environnement qui nous entoure est fait de nombreux paysages variés, au relief varié, collines, montagnes, vallées, etc. Et bien que ces reliefs nous paraissent immuables, on va voir qu'en vrai, il existe une certaine dynamique, c'est-à-dire qu'ils vont varier au cours du temps, mais ce sont bien évidemment des temps beaucoup plus longs que la vie humaine. Alors, on va tout d'abord voir quel est le processus qui est donc à l'origine de cette variation de relief. Et on va voir que un des facteurs, c'est l'érosion des roches. Alors l'érosion, qu'est-ce que c'est? Vous avez la définition ici, c'est l'ablation et le transport de produits sédimentaires. Donc en effet, les reliefs vont être attaqués, il y a des morceaux qui vont se détacher et ces morceaux vont être transportés. Donc ça, c'est l'érosion. Mais pour que des morceaux de roche puissent se décrocher, il va falloir que cette roche soit altérée. Et donc l'altération regroupe tous les processus qui vont pouvoir modifier la roche, autant du point de vue chimique que physique. Donc, la première question, c'était justement de présenter cette altération, comment est-ce qu'elle se déroulait. Alors, on va commencer par prendre l'exemple du granit. Donc, vous avez ici trois échantillons, le granit sain, le granit altéré et le résultat de l'altération du granit qu'on appelle une arène granitique. Donc, première chose que l'on peut voir quand on compare ces trois échantillons, c'est une modification de la couleur. En effet, on voit apparition d'une couleur ocre au fur et à mesure de l'altération. On peut donc supposer qu'il y a une modification chimique de la roche. Donc les roches sont constituées de différents minéraux jointifs. Donc ici on voit il y a trois minéraux, les noirs, les blancs et les un petit peu gris mat. Donc les gris mat c'est les quartz et les blancs les feldspaths, les noirs les micas. Au cours de l'altération, on voit que le quartz subsiste. Par contre, les micas tendent à disparaître et les feldspaths également. Donc là il en reste un petit peu, mais on voit quand même que on a l'impression qu'il a été rongé ici le feldspath. Donc on voit bien que l'altération du granit s'accompagne d'une modification chimique, minéralogique. Et la petite couleur qui apparaît, en fait, la petite poudre ocre, c'est tout simplement de l'argile. Donc de l'argile s'est formée. Deuxième information que nous apprend ces trois photos, c'est une modification au niveau de la cohérence de la roche. En effet, là, on voit que la roche est cohérente. Tous les petits minéraux sont collés les uns aux autres, ils sont jointifs. Alors qu'au fur et à mesure que l'altération se produit, on voit apparition de fissures et à la fin, tous les minéraux sont séparés les uns des autres. Donc on va essayer d'expliquer comment les grains sont séparés les uns des autres. Donc on va voir que le principal agent de cette altération, c'est l'eau. Donc en effet, lorsque l'on compare la composition du granit et la composition de l'arène granitite, on voit qu'il y a des éléments qui sont manquants, qui ont disparu. Et si l'on compare l'eau de pluie et l'eau de la Moselotte, donc la Moselotte c'est la rivière là qui traverse le massif granitique, donc tout en fait les petits monticules de mousse, en fait sous la mousse il y a du granit. Et bien on voit quand on compare ces deux eaux que l'eau de la Moselotte s'est enrichie en ces fameux éléments ici qui ont disparu. En effet, le sodium, on voit, est beaucoup plus important dans l'eau de la Moselotte. On peut donc supposer que c'est l'eau qui, au contact de du granit, donc de la roche, a arraché, on pourrait dire, a arraché des ions. Et c'est ce prélèvement d'ions qui a provoqué le changement de minéraux. Donc pratiquement sur un échantillon, comment ça se passe? Vous avez donc un gros bloc de granit. Il y a toujours, souvent en tout cas dans les blocs de granit, des petites fissures. Et donc quand il pleut, l'eau va s'infiltrer dans ces fissures.
c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des échanges entre la roche et l'eau. Et petit à petit, disjonction des grains et apparition, on le voit bien ici, de l'argile. Donc sur un échantillon grandeur nature, pardon, un affleurement, on voit très bien ici donc le reste des fissures en fait, donc c'est par là que l'eau va préférentiellement passer et la formation donc de l'argile. Alors j'ai essayé de vous le résumer donc sur le schéma. Donc une modification chimique dont le principal agent est l'eau, donc où j'ai rappelé le granit et sa composition, puis l'arène granitique et sa composition. Donc au final, on a une perte de cohésion de la roche et donc il y a bien des particules qui vont se détacher. Alors ces particules peuvent être solubles, ces lésions, ou solides, ça va être donc les petits grains de minéraux. Alors l'eau peut également agir d'une deuxième façon. On voit donc que quand il pleut, toujours pareil, l'eau se met dans les fissures, mais l'eau, vous le savez, gèle quand il fait froid. Et on voit que lorsque l'eau gèle, ça va entraîner une fissuration de la roche. Et cette fissuration va pouvoir être tellement importante et se cumuler d'année en année que ça va finir par décrocher des pans entiers de roche. Alors, comment expliquer donc cette action de l'eau? Mais tout simplement, l'eau n'a pas le même volume lorsqu'elle est à l'état liquide et lorsqu'elle est à l'état solide. Donc, lorsque vous avez fissuration de la roche, l'eau de pluie va s'infiltrer à l'intérieur et lorsque l'eau va geler, ça va entraîner une pression de part et d'autre de la roche et ainsi agrandir la fissure. Donc là encore, au final, vous allez avoir une perte de cohérence de la roche et des détachements de particules solides. Donc tout ça, c'est donc les deux façons d'altérer une roche. L'altération peut être accentuée par différents phénomènes, donc il n'y a pas que l'eau qui entre en jeu. Donc en effet, ça peut être le cas de la végétation, qui donc avec ses racines qui s'insèrent toujours pareil dans les fissures vont pouvoir les agrandir, ou encore du climat. Vous êtes d'accord que dans un climat chaud, il n'y aura pas d'altération suite au gel-dégel, ou dans un climat très sec, du coup l'altération chimique résultant de l'eau ne pourra pas avoir lieu. Donc une fois que votre roche est altérée, il va donc y avoir des particules qui vont se décrocher et être transportées. C'est donc l'érosion. Puis les résultats de l'érosion vont continuer d'être transportés par les fleuves jusqu'à la mer. Donc on va voir les modalités de ce transport. Pour ça, on va étudier la Loire. Donc la Loire charrie les particules issues de l'érosion du Massif central. Donc les différents affluents passent notamment par Le Puy-en-Velay, Orléans et Nantes pour se jeter donc dans l'océan Atlantique. Donc la première question pour répondre à cette question des modalités du transport était tout simplement de tracer le profil topographique du trajet de l'eau. Donc il n'y avait pas de grande difficulté à cela. Il fallait donc tout simplement, à l'aide du tableau, tracer, mettre en relation l'altitude et la distance par rapport au Massif central. On voit que le Puy-en-Velay, qui est donc le plus près du Massif central, est le plus haut en altitude, et l'altitude va diminuer jusqu'à l'océan Atlantique. Donc là, pas de surprise, mais quand vous faites un graphique, ne pas oublier de mettre un titre et des légendes aux axes. Deuxième question, on va étudier donc les particules que l'on retrouve dans le lit de la rivière. Donc à partir de maintenant, les particules, je vais appeler ça des sédiments. Alors pour cela, je vous avais demandé de construire un histogramme. Donc moi j'ai fait un histogramme cumulé, mais vous pouviez faire un histogramme groupé, ça n'avait pas d'importance. Alors ce qu'il fallait voir, c'est que les dépôts sont différents selon les localités. Au Puy-en-Velay, on trouve des blocs de gravier et du sable.
Alors qu'à Nantes, on ne trouve pas du tout de blocs ni de gravier. Par contre, on trouve des limons, de l'argile, qui étaient très très peu absents au Puy-en-Velay. On va donc essayer d'expliquer pourquoi ces dépôts sont différents selon les localités. Alors là, j'ai simplement superposé les deux graphiques. Ça sera plus facile pour faire des hypothèses. Première chose, on peut supposer que si les sédiments présents aux trois localités sont différents, c'est tout simplement à cause d'une différence de taille, puisqu'on voit qu'ici il y a les plus gros sédiments et là les plus fins. Donc c'est sûrement que la taille a une influence. Deuxième chose qui pourrait influencer le transport ou le dépôt des sédiments, c'est, on le voit ici avec le profil, c'est le relief. On voit ici que le relief est beaucoup plus important que là. Et troisième hypothèse possible, sachant que c'est l'eau qui transporte les sédiments, eh bien le débit de la rivière va peut-être également influencer le transport des sédiments. Donc je vous avais demandé, à l'aide donc de la maquette à votre disposition, de me présenter trois protocoles, enfin autant de protocoles que vous aviez fait d'hypothèses. Donc, dans les protocoles, la chose à laquelle il faut veiller, c'est de décrire précisément votre expérience et de faire deux expériences. En effet, je rappelle, il faut toujours une expérience témoin qui vous servira de référence pour comparer les résultats et pour pouvoir interpréter la deuxième expérience. Donc, pour vérifier si le transport des particules dépendait de la taille des sédiments, vous pouviez tout simplement déposer des sédiments de tailles différentes en haut de la maquette, faire couler de l'eau et voir quels étaient les sédiments qui allaient le plus loin sur la maquette. On est d'accord qu'à part la taille des sédiments, tout le reste est parfaitement identique. Et on s'attend à ce que les particules les plus petites seront celles qui sont transportées le plus loin. Deuxième protocole possible, cette fois pour vérifier l'effet de la pente du relief. Donc, on fait toujours pareil, on met des particules au sommet de la maquette, mais cette fois les particules ont la même taille, et c'est juste la pente de la maquette qui diffère. On fait couler de l'eau, et là, on s'attend à ce que les sédiments aillent plus loin dans cette expérience-là que donc dans la deuxième expérience. Troisième expérience pour vérifier si le débit de la rivière a une influence. Donc là, cette fois, la pente est identique, la taille des particules est identique, mais c'est le débit de l'eau qui est différent. Et donc on s'attend à ce que les particules soient transportées le plus loin lorsque le débit, ou le plus loin ou en plus grande quantité, on va dire, lorsque le débit est fort. Donc j'ai mis à votre disposition, vu qu'on ne peut pas faire les expériences, des vidéos, donc des résultats d'expériences qu'on aurait pu faire en classe. Et donc au final, comment expliquer cette répartition des sédiments? Donc entre le Puy-en-Velay et Orléans, la pente est forte, donc le courant est fort. Donc beaucoup de particules vont être entraînées. Donc c'est notamment le cas des fines particules qui sont toutes entraînées du sable, qui est quand même s'il en reste pas mal entraîné par l'eau, et même de certains graviers qui arrivent et qui sont transportés jusqu'à Orléans. Au niveau de Orléans, on voit que la pente est moins importante, donc le débit de l'eau va être moins fort, et on voit que cette fois, eh bien, les plus gros vont rester sur place, ils ne vont pas être transportés vu qu'on ne les retrouve pas à Nantes. Et par contre, les particules fines vont continuer d'être transportées. Donc, le transport des dépôts dépend bien de la taille et de la vitesse du courant. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'érosion affecte la totalité des reliefs terrestres et que c'est l'eau qui est le principal agent de l'altération et de l'érosion des roches. Les particules issues de l'altération des roches vont être transportées et ce transport va dépendre de la taille des particules et de la vitesse du courant.